Le vent de San Francisco charriait un goût salé de la baie. Je traînais ma valise hors des portes de l'aéroport. Marc Dubois marchait devant moi, Brittany Leblanc le suivant de près. Le chauffeur ouvrit la portière de la voiture. Marc monta le premier, et Brittany suivit, se glissant sur la banquette arrière. Je me tenais à l'extérieur de la voiture. Mon ventre de 7 mois de grossesse s'appuyait contre le bord du cadre de la porte. « Tu t'assois sur le siège passager », dit Marc, baissant la vitre. Brittany doit revoir l'emploi du temps du sommet avec moi. J'ouvris la portière passager, montai et attachai ma ceinture de sécurité. Le moteur ronronna. Le bruit de pages tournées venait de la banquette arrière. « Monsieur Dubois, devrions-nous augmenter le budget ici de 2%, demanda Brittany. Augmente-le. Ces capital risqueurs ne se soucient que des marges bénéficiaires, répondit Marc. Je regardais les rues de la ville défiler devant la fenêtre. 30 minutes plus tard, la voiture s'arrêta à l'entrée du Ritz-Carlton. Le chasseur ouvrit la portière et je descendis. Marc et Brittany émergèrent de l'autre côté. Nous entrâmes dans le hall somptueux. « Va t'enregistrer », dit Marc, s'arrêtant. Il me tendit son permis de conduire. Je pris la pièce d'identité et me dirigeai vers la réception. Le réceptionniste la prit et tapa sur son clavier. « Mademoiselle Dubois, la suite présidentielle du dernier étage que vous avez réservé est prête. Voici vos clés de chambre. » Il tendit 2 cartes clés dorées. Je tendis la main pour les prendre, mais une main vint de côté. Marc s'empara d'une carte clé, puis prit l'autre directement de mes doigts. Je me tournai pour le regarder. « Je prends les clés », dit Marc, en tendant une à Brittany. « Le dernier étage est calme. »« C'est ma chambre », dis-je, le fixant. Brittany doit réviser le PowerPoint pour le financement de série A de 10 millions de dollars, fronça Marc. Elle ne peut pas être dérangée. Je pointai mon ventre. Je suis enceinte de 7 mois. J'ai besoin de me reposer. Tu n'as pas à t'inquiéter du PowerPoint, donc tu peux te reposer n'importe où, dit Marc d'un ton désinvolte. Va au hall et réserve une nouvelle chambre. Je sortis mon téléphone pour vérifier. Les suites sont complètes. Il ne reste que des chambres standards. Une chambre standard, c'est bien, insista Marc avec impatience. Le réceptionniste prit la parole. Monsieur, en raison du sommet tech du Moscone Center, toutes les chambres de notre hôtel étaient complètes il y a des semaines. Nous n'avons actuellement aucune vacance. Marc se figea un instant. Il se tourna pour regarder Brittany. Brittany serra la carte clé dorée et fit un pas en avant. « S'il vous plaît, comprenez », dit Brittany, me regardant dans les yeux avec un faux sourire de sympathie. Il y a des centaines de points de données dans ce PowerPoint. Un seul point décimal erroné et le financement est perdu. Monsieur Dubois est sous beaucoup de pression. C'est votre travail, répliquai-je, gardant mon ton parfaitement calme. Je comprends que vous restiez habituellement à la maison pendant votre grossesse. Donc, vous ne savez pas comment les choses fonctionnent dans le monde réel de l'entreprise. Brittany sourit avec condescendance. Les capital risqueurs arrivent demain. Le salon de la suite est grand, ce qui nous permet d'étaler facilement les documents. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Monsieur Dubois rencontre des investisseurs dans une chambre standard. Cet hôtel n'a de toute façon plus de chambres standard, leur rappelai-je. Il y en a un de l'autre côté de la rue, dit Marc, pointant du doigt les portes vitrées. Je suivis son doigt. De l'autre côté de la rue se trouvait une rangée de bâtiments délabrés d'un seul étage. Une enseigne lumineuse clignotante se tenait sur le toit. Motel Starlight. Je l'ai vu de la voiture plus tôt, dit Marc. Il annonce des tarifs horaires, $20 de l'heure. Va là-bas et prends une chambre. Je retirai mon regard et fixai directement le visage de Marc. Tu veux que je reste dans un motel à $20 de l'heure? Tu es une femme enceinte. Tu as juste besoin d'un lit pour t'allonger, claqua Marc, l'air irrité. Tu ne travailles pas, rester dans la suite présidentielle est de toute façon un gaspillage. La chambre a été payée avec ma carte American Express personnelle, dis-je. Ma société sera bientôt cotée en bourse.
Marc baissa la voix. Une fois que le financement de 10 millions de dollars sera sur le compte, je te rembourserai le double. Pour l'instant, c'est la vue d'ensemble qui compte. Ne fais pas de scène à un moment pareil. Je ne fais pas de scène. Je sortis mon téléphone. J'annule la réservation. Marc me saisit le poignet. Chloé, ne dépasse pas les bornes. Il avertit, un éclair de colère dans les yeux. Je me casse le cul pour cette famille pendant que tu restes confortablement à la maison en femme au foyer gâté. Maintenant, je te demande de céder une chambre pour soutenir ma carrière et tu trouves des excuses. Femme au foyer gâté. Je le regardais, incrédule. L'argent de démarrage pour les premiers jours de ton entreprise venait entièrement de moi. Quand tu ne pouvais pas obtenir de clients, j'ai utilisé mon réseau pour te connecter. Maintenant, tu dis que je ne suis qu'une femme au foyer qui profite d'une vie de luxe. Assez. Arrête tes conneries. Marc lâcha ma main. Va là-bas toi-même. Ne me force pas à appeler quelqu'un pour t'escorter dehors. Et ne m'attends pas pour le dîner. Il se retourna et marcha vers la batterie d'ascenseur. Brittany le suivait juste derrière. Il me regarda une fois, agitant la carte clé dorée d'un air moqueur avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent. Ils entrèrent et les portes se refermèrent. Les gens s'affairaient dans le hall. Je traînai ma valise jusqu'à un canapé en cuir moelleux dans un coin et m'assis, posant mes bagages à mes pieds. Je sortis mon téléphone, ouvris le clavier et composai le 911. Bonjour, police de San Francisco 911. Dispatch, je dois signaler un crime en cours, dis-je. Veuillez continuer. L'hôtel Ritz-Carlton, dernier étage, suite présidentielle 8801, dis-je. Mon rythme était régulier. Il y a des individus qui se livrent actuellement à la prostitution et à la sollicitation illégale. Êtes-vous actuellement sur les lieux? Je suis dans le hall de l'hôtel. Veuillez fournir vos informations personnelles. Mon nom est Chloé Dubois. Mon numéro de permis de conduire est... Je récitai les chiffres sans faute. Quelle est votre relation avec les suspects? Je ne les connais pas. Je mentis avec fluidité. Je les ai juste vus monter. La femme n'avait pas de bagages et j'ai entendu l'homme discuter du paiement. Compris. Nous avons enregistré cette information. Des agents du commissariat local sont dépêchés immédiatement. Veuillez patienter dans un endroit sûr. Merci. Je raccrochai le téléphone. J'ouvris l'application chronomètre, appuyai sur démarrer et regardai les chiffres commencer à grimper. J'attirai l'attention d'un serveur qui passait. Un verre d'eau tiède, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Il apporta l'eau quelques instants plus tard. Je pris le verre. La température était parfaite. Je regardai la grande horloge murale. La trotteuse avançait espace par espace. 2h50 plus tard. Le bruit strident de pneus crissant résonna de l'extérieur des portes de l'hôtel. Je me tournai pour regarder. 3 voitures du SFPD étaient garées agressivement au bas des marches. Les portes s'ouvrirent et 6 policiers en uniforme montèrent rapidement les marches. Le directeur du hall de l'hôtel se précipita, l'air paniqué. « Officier, comment pouvons-nous vous aider? Nous avons reçu un renseignement vérifié avec identification complète. La chambre 8801 du dernier étage est suspectée d'activités illégales, dit l'officier principal, montrant son insigne. Montrez le chemin. Le visage du directeur se vida de ses couleurs. Il décrocha sa radio. Service de sécurité. Envoyez 2 superviseurs au dernier étage immédiatement. Dépêchez-vous. La police se dirigea vers les ascenseurs, le directeur les suivant. Je me levai, tenant mon verre d'eau, et les suivis jusqu'à la batterie d'ascenseur. Une autre série de portes s'ouvrit et j'entrai, appuyant sur le bouton du dernier étage. Lorsque l'ascenseur tinta en haut, je sortis. Le couloir était recouvert d'une moquette épaisse et luxueuse qui absorbait tous les pas. 2 agents de sécurité étaient déjà postés devant la chambre 8801. Le directeur passait frénétiquement une carte clé maîtresse contre la serrure.
Le lecteur afficha une lumière rouge rapide. C'est verrouillé de l'intérieur, dit nerveusement le directeur à la police. Un officier costaud fit un pas en avant et frappa lourdement son poing contre la porte en acajou. Police. Personne à l'intérieur, écoutez. Ouvrez la porte immédiatement. Il n'y eut aucune réponse, l'officier frappa à nouveau, l'écouleau résonnant dans le couloir silencieux. Enfoncez-la, ordonna l'officier principal. Le directeur sortit une clé maîtresse de débrayage robuste, l'inséra dans le trou de serrure et tourna le cylindre avec force. Un claquement sonore retentit, et la porte s'ouvrit d'une fente avant de s'arrêter. Le pin de sécurité métallique était enclenché. 2 officiers reculèrent et enfoncèrent leurs épaules dans la porte simultanément. Bang! Le pin métallique s'arracha du cadre de la porte. La porte s'ouvrit en grand. La police se précipita dans la pièce. Police de San Francisco. Ne bougez plus. Mettez vos mains où nous pouvons les voir et mettez-vous au sol. Un cri aigu et terrifié de Brittany perça l'air, suivi des cris paniqués de Marc. Qu'est-ce que vous faites? Je suis Marc Dubois. Je possède une entreprise technologique. Main sur la tête. Accroupissez-vous dans le coin, aboya un officier d'un ton sévère. Je me tenais à l'autre bout du couloir, tenant mon verre d'eau et pris une gorgée calme. 5 minutes plus tard, la police les escorta dehors. Marc était enveloppé seulement dans un peignoir d'autel blanc, ses cheveux en désordre. Il marchait pieds nus sur la moquette du couloir. Brittany était également en peignoir, pleurant hystériquement et se couvrant le visage de ses 2 mains. Ses épaules tremblaient violemment. L'officier principal tapota sa caméra corporelle. Emmenez-les au poste pour l'enregistrement. Je suis ici pour un sommet technologique. Je suis un client VIP du Ritz-Carlton. C'est un énorme malentendu. Marc se débattit violemment contre la prise de l'officier. Il tourna la tête pour regarder dans le couloir et me vit. Ses mouvements s'arrêtèrent instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent lentement d'horreur. Je le regardai, mon expression vide. Chloé. La voix de Marc trembla. Pourquoi es-tu ici? Parce que c'est moi qui ai appelé, dis-je. Le couloir devint silencieux pendant une seconde. Puis Marc bondit en avant comme un chien enragé. 2 officiers lui claquèrent instantanément les épaules contre le mur, le plaquant durement. Tu es fou. La voix de Marc se brisa. Tu as fait une fausse déclaration à la police. As-tu la moindre idée des conséquences? Je n'ai pas fait de fausse déclaration. Je sortis mon téléphone et affichai la confirmation de réservation. Cette suite présidentielle a été payée avec ma carte de crédit personnelle. La réservation est entièrement à mon nom. Je tournai l'écran vers l'officier principal. Officier, je suis l'occupante légitime de cette suite. Je ne connais pas ces 2 personnes. Ils sont illégalement en train d'empiéter sur ma chambre. L'officier jeta un coup d'œil à l'écran, puis de nouveau à Marc. Marc cracha, se débattant contre le mur. Je suis son mari. As-tu une preuve de mariage sur toi? Lui demandai-je froidement. Marc se figea. Tu n'as même pas ton portefeuille sur toi pour prouver qui tu es. Je repris mon téléphone. Tout ce que j'ai vu, c'est un homme et une femme étranges dans ma chambre, partiellement déshabillés. Gardez ça pour le juge, dit l'officier, tirant Marc à la verticale. Allons-y. Brittany s'accroupit au sol, sanglotant de manière incontrôlable. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai eu tort. Je ne vous connais pas. Je me décalai. La police souleva Brittany et les escorta tous 2 vers l'ascenseur. Marc tourna la tête, me fixant, ses yeux pratiquement exorbités de choc et de fureur. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Le couloir retrouva un silence immaculé. Le directeur de l'hôtel essuya la sueur de son front avec un mouchoir et se précipita vers moi. Mademoiselle Dubois, je suis incroyablement désolé. C'est un grave manquement à notre sécurité. Ce n'est pas votre faute, dis-je. Je montrai la porte de la chambre 8801. Videz chaque article de là.
Jetez-le dans la benne à l'arrière. Changez toute la literie et désinfectez toute la suite. Oui, madame. Nous nous en occuperons immédiatement. Le directeur hocha vigoureusement la tête. Je le suivis en bas au hall. Mademoiselle Dubois, pour exprimer nos plus profondes excuses. Toutes vos dépenses de repas et de services en chambre pendant votre séjour seront entièrement gratuites, dit-il en me tendant une nouvelle carte clé dorée. Merci. Je pris la clé. Aussi, concernant le sommet de l'industrie de demain, je le regardai fixement. Vous êtes le représentant du principal sponsor du lieu, n'est-ce pas? Oui, madame. Veuillez me dire si vous avez des instructions. Retirez le nom de Marc Dubois de la liste VIP. Mon ton était glacial et résolu. Révoquez entièrement ses accréditations d'admission. Avertissez votre équipe de sécurité. S'il se présente au Moscone Center demain, expulsez-le immédiatement des lieux. Le directeur n'hésita pas une seconde. Compris. Je vais passer les appels tout de suite. Je pris la clé de la chambre, remonta l'ascenseur et entra dans la chambre 8801. Le personnel d'entretien s'affairait déjà à changer les draps. Je m'assis sur le canapé, sortis mon téléphone et composai la ligne de service client premium de ma banque. Bonjour, mademoiselle Dubois. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'ajuster les permissions sur plusieurs cartes de crédit sous mon compte. Certainement. Quelle carte avez-vous besoin d'ajuster? Les 3 cartes utilisateurs autorisées se terminant par 3004, 5698 et 8821. Je lus les numéros des cartes que Marc détenait. Cherchez-vous à ajuster les limites de crédit? Non. Gèle-les. Désactive-les immédiatement. Mademoiselle Dubois, le système montre que ces 3 cartes sont actuellement actives dans la région de San Francisco. Êtes-vous sûr de vouloir les geler tout de suite? Oui. Signalez-les comme volées pour éviter les frais frauduleux. Verrouillez-les définitivement. N'acceptez aucune demande téléphonique ou en ligne pour les débloquer. Notez sur le compte que je dois personnellement apporter ma pièce d'identité à une agence physique pour lever la suspension. Compris, mademoiselle Dubois. Je m'en occupe tout de suite. Le bruit rapide du clavier résonna dans l'écouteur. Traitement réussi. Les 3 cartes utilisateurs autorisées ont été définitivement gelées. Merci. Je raccrochai. Je me dirigeai vers les fenêtres du sol au plafond. Dehors, le ciel de San Francisco s'assombrissait rapidement. D'épais nuages d'orage pressaient sur la baie. Le vent se leva. Je posai une main sur mon ventre. Il commença à pleuvoir à torrents. La forte pluie fouettait la vitre comme des cristaux brisés. Je me rassis sur le canapé moelleux, tenant une tasse de lait chaud. Mon téléphone vibra. C'était un message vidéo d'un numéro inconnu. Je tapai sur lecture. La séquence était légèrement tremblante, filmée devant les portes du commissariat du SFPD. Marc et Brittany sortaient. Marc portait son costume froissé. Brittany tremblait, enveloppée dans une veste de sécurité surdimensionnée empruntée. Il se tenait sous les avant-toits en béton pour se cacher de la pluie battante. La voix furieuse de Marc parvint par l'audio. « Pourquoi pleures-tu? Ce n'est pas assez humiliant? » Brittany sanglota. « Mes vêtements sont encore à l'hôtel. Je n'ai même pas pu prendre mon téléphone. Je n'ai pas payé ta caution? » Marc dénoua violemment sa cravate. « Les flics ont tout réglé. Ce n'est qu'une accusation de délit de transgression. Ils ne nous ont pas inculpés pour prostitution. Qu'est-ce que tu veux de plus? » Marc sortit son téléphone et composa un numéro. « Bonjour, Franck. Ouais, je viens de sortir. Réserve-moi une chambre. Réserve le Marriott juste en face du Ritz. Ouais. » Marc récita une série de numéros de carte de crédit. C'était la carte utilisateur autorisée qu'il portait. Marc dans la vidéo attendit une longue minute. « Qu'est-ce que tu veux dire par la transaction est refusée ?» cria Marc. « Et c'est l'autre carte. Passe celle qui se termine par 5698.
Il attendit encore une minute, refusé à nouveau. C'est impossible. Marc rugit dans le téléphone. J'ai une limite d'1 million de dollars sur ça. Amex, essaie encore. Marc raccrocha le téléphone en rage. Il donna un coup de pied vicieux à une poubelle métallique à côté de lui, la faisant cliqueter sur le trottoir. Des bouteilles d'eau vide roulèrent dans les flaques. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Brittany avec prudence. Les cartes ont été coupées. Marc grinça des dents, son visage déformé par la rage. Chloé, 7. Elle a annulé mes cartes de crédit. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les fonds de la société sont sous audit. On ne peut pas y toucher. Brittany serra la veste surdimensionnée autour d'elle. Marc ne répondit pas. Il regardait fixement la rue glissante de pluie. Je fermai la vidéo et passai à mon application de chat crypté. J'envoyai un message au numéro inconnu. Continuez à les suivre. Reçu. Chef. La réponse vint instantanément. C'était le détective privé que j'avais engagé. Dès que mon avion avait atterri, il avait suivi Marc, documentant chacun de ses mouvements. 10 minutes plus tard, le détective envoya une deuxième vidéo. La tempête empirait. Les flaques d'eau dans la rue étaient profondes jusqu'aux chevilles. Sans parapluie, Marc et Brittany bravèrent la pluie torrentielle. Jogging à travers une intersection animée. Ils se dirigèrent vers une enseigne lumineuse clignotante avec un fond rouge et des lettres jaunes. Motel Starlight. Marc poussa la porte vitrée bon marché. Brittany le suivant misérablement. L'objectif du détective zoomait. À travers la fenêtre non voilée, le hall du motel était parfaitement visible. Le réceptionniste était un homme d'âge moyen fumant une cigarette. Marc sortit son portefeuille, jetant tout son argent sur le comptoir, quelques billets froissés, totalisant pas plus de 200 $. Le réceptionniste le compta paresseusement et jeta une clé attachée à un lourd anneau en plastique sur le comptoir. Marc la saisit, menant Brittany dans un couloir sale et faiblement éclairé. La troisième vidéo arriva peu après. Cette fois, c'était principalement de l'audio. Le détective avait réservé la chambre juste à côté de la leur, appuyant son microphone contre le mur en papier. « C'est quoi cette odeur ? » « Il y a un rat mort ici, » s'écria Brittany. « Baisse la voix. » La voix de Marc semblait complètement épuisée. Les draps sont couverts de taches jaunes. Comment suis-je censé dormir là-dessus ? Brittany était en plein effondrement nerveux. Alors tiens-toi debout. Marc explosa. Je n'ai même pas d'argent pour une chambre en ce moment. Quel droit as-tu d'être difficile ? Tu crois que je veux rester dans cette décharge ? Brittany commença à gémir. N'as-tu pas dit que la société allait bientôt être cotée en bourse ? N'as-tu pas dit que nous allions vivre dans un manoir ? Je t'ai suivi ici. Je n'ai même pas mes vêtements. Et j'ai été traînée dans un commissariat menotté comme une vulgaire prostituée. Tais-toi. Marc beugla. Le sommet technologique commence demain. Tant que j'obtiens la feuille de conditions de capital risque, nous aurons tout. Comment vas-tu présenter aux investisseurs ? Ton costume est trempé, cria Brittany en retour. Il y eut le bruit aigu de verre brisé. Quelqu'un avait jeté une tasse d'eau contre le mur. L'enregistrement se termina là. Je posai mon téléphone et regardai la scintillante skyline de San Francisco. Le motel à 20 $ de l'heure. Je n'y étais pas resté. Si. Mon téléphone vibra de nouveau. Un appel de Marc. Je regardai son nom clignoter sur l'écran, puis appuyai sur répondre. Chloé. La voix de Marc parvint par le récepteur, lourde de rage contenue. Débloque mes cartes de crédit. Je n'ai pas l'autorisation pour ça, dis-je, me penchant en arrière dans le canapé. Les cartes sont sous votre compte principal. Comment pourriez-vous ne pas avoir l'autorisation, siffla-t-il entre ses dents serrées. Je les ai signalées comme volées, répondis-je calmement. Lever un blocage pour fraude nécessite que j'aille personnellement dans une agence bancaire physique. Je suis très enceinte et il pleut à torrent dehors.
Je ne quitte pas ma suite. Faut-il vraiment que tu pousses les choses à l'extrême? Marc inspira lourdement dans le micro. Demain, c'est le sommet. Comment veux-tu que je rencontre les investisseurs dans cet état? Ça me semble être ton problème, dis-je. Tu crois vraiment que je ne peux pas survivre sans toi? Marc ricana, son ego s'enflammant. Quand j'obtiendrai ce financement de capital risque demain, la première chose que je ferai sera de te jeter l'argent à la figure. D'accord, j'attendrai. Je raccrochai. J'allai dans mes paramètres et bloquai son numéro. Je me levai, allai dans la salle de bain en marbre et fis couler un bain chaud. La vapeur remplit rapidement la pièce. Je me déshabillai et m'enfonçai dans la baignoire, laissant l'eau chaude envelopper mon corps. Je fermai les yeux, planifiant les mouvements exacts du lendemain. Demain était le jour d'ouverture du sommet. Il pensait pouvoir obtenir l'investissement. Il pensait pouvoir changer sa vie. J'allais briser cette fausse auréole en 1 million de morceaux au moment exact où il se sentirait le plus invincible. Je sortis de la baignoire, me séchai et ouvris ma valise. J'en sortis un costume d'affaires noir pur sur mesure et le suspendis soigneusement dans le placard. À demain. À 7 heures du matin, le ciel de San Francisco devint d'un blanc grisâtre pâle. J'étais assise près des fenêtres du sol au plafond, tenant un verre d'eau tiède. Le téléphone sur la table commença à vibrer. L'idée de l'appelant indiquait « Suzanne Dubois, la mère de Marc ». Je posai mon verre. D'une main, je glissai pour répondre. De l'autre, je tapais sur l'application d'enregistrement sur mon écran. Le point rouge du minuteur commença à clignoter. Chloé. La voix stridente de Suzanne assaillit immédiatement mon tympan. Tu as coupé les cartes de crédit de Marc. Je regardais les vagues de l'océan se briser violemment contre les rochers en contrebas. Il m'a appelé hier soir pour me supplier d'avoir de l'argent. Suzanne halta dramatiquement. Il a dit que tu l'avais mis à la porte. Il a dû rester dans un motel délabré sans même une fenêtre. Qu'est-ce qui ne va pas exactement dans ton cerveau? Il a amené sa maîtresse dans ma chambre d'hôtel, dis-je, mon ton plat. Qu'est-ce que l'autre femme importe, cria Suzanne, balayant l'infidélité. Marc est un homme d'affaires puissant. Recevoir des clients et jouer le jeu fait juste partie des affaires. Et tu dois faire une scène énorme à cause de ça. Tu es une femme enceinte. Au lieu de rester à la maison où tu as ta place, tu voyages jusqu'à San Francisco pour l'espionner. Et tu penses réellement que tu as raison? Je pris mon verre d'eau, en pris une gorgée et avalai. Je ne l'espionne pas, dis-je. Je gère simplement mes finances. Tes finances? Tu as épousé la famille Dubois. Ton argent est l'argent de la famille Dubois. Suzanne laissa échapper un rire froid et moqueur. Laisse-moi te dire quelque chose. Marc va signer un contrat énorme qui changera sa vie au sommet aujourd'hui. Ne va pas là-bas et ne le mets pas dans l'embarras. Tu marches jusqu'à la banque tout de suite, débloque ses cartes et vire $50 000 sur son compte pour les urgences. J'ouvris les applications en arrière-plan de mon téléphone, passant à ma feuille de calcul comptable partagée. Et puis tu vas t'excuser auprès de lui. Les hommes ont besoin de leur fierté, continua Suzanne d'un ton dictatorial. Adoucis ton attitude et nous accepterons de laisser passer tout ce vilain incident. Une fois qu'il aura obtenu ce financement de 10 millions de dollars, tu profiteras des avantages de son succès. Je regardais le grand livre des transactions sur mon écran. Rangée après rangée de données. Suzanne. Je l'appelai brusquement par son prénom. L'autre bout de la ligne se tut un instant. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu n'as aucun respect pour tes aînés, cria Suzanne. Le 15 avril de l'année dernière. Je lus les chiffres directement sur l'écran. Tu as affirmé que le toit de la vieille maison familiale dans l'Ohio s'effondrait et nécessitait des réparations d'urgence. Tu m'as pris $200 000. Suzanne s'étrangla sur ces mots, sa respiration s'accéléra. Le 9 août de la même année. Tu as affirmé avoir des palpitations cardiaques et avoir besoin de consulter un spécialiste hors réseau. Tu as pris $50 000. Je fis défiler l'écran, mais cet argent a été viré directement à une agence de voyage de luxe.
Toi et tes amis avez fait des vacances de 2 semaines en Europe. Ce n'était pas facile pour moi d'élever Marc. J'ai dépensé un peu d'argent pour enfin profiter de ma vie, et tu vas me le reprocher? Suzanne chercha des excuses. Je l'ignorais. Je quittai le registre et ouvris Instagram. La photo de profil de Jessica Dubois avait une nouvelle mise à jour. Je cliquai sur son histoire. C'était un collage de photos. Au centre se trouvait un sac Hermès Birkin orange posé sur une table dans l'un des restaurants tournants les plus exclusifs de New York. La légende disait « Merci à mon grand frère pour le généreux parrainage ». Certaines personnes sont radines, mais quand mon frère dépense, c'est une édition limitée. Ragée, sale vieille mégère. L'heure était hier à 15 heures. Hier après-midi, votre fille Jessica a acheté un sac à main en édition limitée. Je revins à l'appel. Le prix était de 60 000 $. Payé avec la carte AMX autorisée à mon nom, la carte exacte que Marc lui a donnée. Suzanne resta silencieuse pendant 2 secondes. L'anniversaire de Jessica arrive. Son frère lui a fait un cadeau. Pourquoi es-tu si mesquine? Elle éleva la voix, essayant de couvrir sa culpabilité flagrante. C'est considéré comme un bien matrimonial, dis-je. Ma voix était complètement dépourvue d'émotion. Marc Dubois n'a pas le droit légal de tout dépenser seul. Chaque dollar que vous et votre fille m'avez siphonné a une trace écrite documentée, virement bancaire, reçu, relevé de crédit. Cela totalise 700 000 $. Pourquoi calculez-vous cela? Essayez-vous de nous déclarer la guerre, cria Suzanne. Je vous donne simplement un avis formel. Je regardai le chronomètre d'enregistrement. Je reprendrai chaque dernier centime. Vous n'oseriez pas, croyez-le ou non, je ferai en sorte que Marc vous divorce. Vous êtes de toute façon enceinte d'une fille sans valeur, et vous pensez vraiment détenir toutes les cartes? Je ne pris pas la peine de répondre. J'appuyai sur le bouton rouge de fin d'appel. Les cris stridents cessèrent brusquement. J'enregistrai le fichier audio, le regroupai avec le lien vers le grand livre de comptabilité cloud et composai le numéro de mon avocat privé, Thomas Leclerc. Il décrocha à la 3e sonnerie. Chef. La voix nette de Thomas parvint. Thomas, je viens d'envoyer un dossier à l'email sécurisé de votre cabinet. Je me levai et fis les 100 pas vers la fenêtre. Il contient un registre complet de tous les fonds transférés sur les comptes de Suzanne et Jessica Dubois pendant mon mariage, ainsi qu'un aveu audio. Je l'ai. Le claquement rapide du clavier mécanique de Thomas résonna sur la ligne. La trace de l'argent est incroyablement claire. Rédiger une motion d'urgence. Je fixai mon reflet dans la vitre. Au motif d'une grave dilapidation des biens matrimoniaux, demandez un bref de saisie avant jugement. Je veux une ordonnance restrictive temporaire gelant tous les comptes bancaires au nom de Suzanne et Jessica. Comptes courants, d'épargne, portefeuille d'investissement, fonds communs de placement. Bloquez-les tous. C'est fait. Avec des preuves aussi solides, un juge fédéral signera l'ordonnance de saisie d'ici demain matin, confirma Thomas. J'ai également envoyé le rapport financier de diligence raisonnable pour la start-up de Marc, Apex Tech Solutions. Examinez-le attentivement. Compris. Je raccrochai le téléphone. Je me dirigeai vers le dressing et sortis le costume d'affaires noir pur, slim fit et sur mesure. Il était parfaitement ajusté, sans fioritures inutiles. Je me changeai et attachai mes longs cheveux en arrière. La femme dans le miroir avait des yeux de glace. Je pris ma clé de chambre et mon téléphone et sortis. 10 heures. Moscone Center. Le soleil du matin se reflétait brillamment sur la façade massive en verre du centre de congrès. Le hall était bondé de cadres et d'investisseurs du secteur technologique. Portant des lunettes de soleil sombre, j'entrai, flanqué de 2 agents de sécurité privés que j'avais engagés. Nous avons contourné la foule, prenant l'escalator directement vers la terrasse d'observation VIP au 2e étage. Je posai mes mains sur la rambarde en verre, regardant l'étage d'exposition. Marc tenait la cour au centre d'une foule. Il portait un tout nouveau costume bleu foncé. C'était une pièce bon marché, prête à accent grave porté.
Les épaules étaient visiblement inégales et il n'avait pas été ajusté. Brittany s'accrochait à son bras. Elle portait une robe de soirée couleur champagne, mais l'ourlet traînait maladroitement sur le tapis et la couture de la taille était de travers. Une contrefaçon mal faite. Il s'adressait avec enthousiasme à un homme d'âge moyen portant des lunettes à monture dorée. Richard Leclerc. Le visage de Marc était rouge d'adrénaline, une coupe de champagne à la main. Notre valorisation pour Apex Tech Solutions est incroyablement conservatrice en ce moment. Notre technologie brevetée principale n'a absolument aucun concurrent sur le marché actuel. Une fois que nous signerons la feuille de conditions aujourd'hui, nous lancerons le processus d'introduction en bourse le mois prochain. Richard Leclerc hocha la tête d'un air approbateur. Monsieur Dubois, vous êtes un fondateur très prometteur. Votre brevet AI009 change la donne. Je suis très intéressé. Une fois que les fonds de capital risque seront débloqués, nous serons la prochaine licorne de l'industrie. Marc rit avec arrogance. Nous compterons sur vous pour des conseils stratégiques, Richard. Brittany pressa sa poitrine contre le bras de Marc, inclinant son menton vers le haut, absorbant complètement les regards envieux de la foule environnante. Je regardais le spectacle pathétique avec un détachement froid. Je me détournai de la rambarde et me dirigeai vers la loge des coulisses. 11h30. Le sommet technologique entra dans la phase de présentation principale. Les lumières de la salle principale s'éteignirent. L'animateur se dirigea vers le centre de la scène sous les projecteurs. Ensuite, veuillez accueillir le directeur général de la principale société de capital risque sponsorisant le sommet d'aujourd'hui. Summit Capital Partners, Mademoiselle Chloé Dubois. Des applaudissements retentissants éclatèrent de l'auditorium bondé. Je remis ma veste à mon équipe de sécurité et montai sur scène. Le projecteur aveuglant me frappa instantanément. Marc était assis au centre de la 3e rangée. Il regardait son téléphone. Dès qu'il entendit mon nom résonner dans les haut-parleurs, sa tête se releva brusquement. Il me fixa sur scène. La bouteille d'eau en plastique dans sa main lui échappa, frappant le sol avec un bruit sourd, éclaboussant de l'eau partout. Je me dirigeai vers le microphone du podium et le regardai directement. Bonjour, chers collègues de l'industrie. Ma voix projetée par le système sonore de pointe atteignit tous les coins de l'immense salle. L'auditoire tomba instantanément dans un silence respectueux et recueilli. J'appuyai sur le cliquet dans ma main. L'écran LED géant derrière moi s'illumina, affichant un document légal estampillé d'un sceau officiel rouge éclatant. Sur les marchés des capitaux, le premier principe absolu pour toute institution de capital risque est une diligence raisonnable rigoureuse, dis-je, balayant mon regard sur les centaines d'investisseurs. Nous devons nous assurer que chaque dollar est soutenu par des actifs vérifiés. Le corps de Marc devint rigide. Il fixa l'écran géant, terrifié. Récemment, Summit Capital a reçu une demande de financement de série A de 10 millions de dollars. Je tournai une page de mes notes. Le demandeur était Apex Tech Solutions. Des murmures résonnèrent dans la salle. Les têtes se tournèrent alors que les participants essayaient de repérer Marc dans la foule. Marc était paralysé, toute couleur s'échappant rapidement de son visage. La valorisation totale de 10 millions de dollars d'Apex Tech Solutions est entièrement basée sur un seul brevet principal, AI009. Je cliquai de nouveau sur la télécommande. L'écran afficha une copie numérisée du registre de propriété du brevet. Cependant, après un processus de vérification exhaustif par notre équipe de comptabilité légale, je fis une pause, laissant le silence planer. Nous avons découvert que la propriété de ce brevet AI00009 n'appartient pas du tout à Apex Tech Solutions. L'auditoire éclata en un tollé choqué. Richard Leclerc fronça profondément les sourcils et tourna la tête pour lancer un regard noir à Marc. De grosses gouttes de sueur se formèrent sur le front de Marc. Ses mains serrèrent si fort les accoudoirs de sa chaise que ses jointures devinrent blanches. Le véritable détenteur de ce brevet est une LLC offshore enregistrée aux îles Caïmans. Et le seul actionnaire à 100% de cette entité, c'est moi. Ma voix était un marteau froid et dur. Les murmures se transformèrent en bavardage bruyant.
Apex Tech Solutions ne possède qu'une lettre d'autorisation révocable à court terme. Je cliquai une dernière fois sur la télécommande. Une section mise en évidence et agrandie du contrat apparut à l'écran, et cette lettre d'autorisation contient une clause de résiliation unilatérale explicite. La partie autorisante se réserve le droit de révoquer inconditionnellement la licence de brevet si l'utilisateur est jugé posséder une turpitude morale significative ou une faute professionnelle. Des dizaines d'investisseurs commencèrent à secouer violemment la tête. Plusieurs sortirent leur téléphone, tapant frénétiquement des messages pour annuler leurs accords. Pas plus tard que ce matin à 8 heures, je regardais directement les épaules tremblantes de Marc. Mon équipe juridique a soumis les documents officiels de révocation au bureau des brevets américains. La résiliation est légalement contraignante et déjà en vigueur. Marc se leva violemment de sa chaise bascula en arrière, s'écrasant sur le sol. Chloé, c'est de la diffamation. Marc pointa sauvagement la scène, sa voix se brisant hystériquement. Cette lettre d'autorisation a été signée pour une durée de 10 ans. On ne peut pas rompre un contrat unilatéralement comme ça. Je le regardais depuis mon podium. Monsieur Dubois, je vous suggère de consulter un avocat compétent pour revoir les avenants de vos propres contrats, dis-je, mon ton mortellement calme. Crier dans un auditorium ne changera pas les dépôts légaux fédéraux. Je retirai mon regard et m'adressai à toute la salle. Apex Tech Solutions a été dépouillé de sa propriété intellectuelle principale. Ce n'est plus qu'une coquille vide criblée de dettes. Je me penchai vers le microphone. Summit Capital Partners rejette officiellement toutes les demandes de financement d'Apex Tech Solutions, et nous plaçons le fondateur sur notre liste permanente « Ne pas investir ». Je conseille fortement à tous les présents dans cette salle d'exercer une extrême prudence avant de s'associer à cette entité. J'éteignis le microphone, fis demi-tour et quittai la scène. La sécurité de l'événement forma rapidement un périmètre, m'escortant à travers la foule chaotique. Des flashs d'appareils photo éclataient comme des stroboscopes derrière moi. Je me retirai dans la loge VIP des coulisses, m'assis dans un fauteuil en cuir, dévissai le bouchon d'une bouteille d'eau Fiji et pris une gorgée. Quelques secondes plus tard, des pas bruyants et des cris furieux éclatèrent dans le couloir. « Laissez-moi entrer. Écartez-vous de mon chemin. » La lourde porte de la loge fut poussée. Marc entra en force, se débattant contre deux énormes gardes de sécurité qui le tenaient par les bras. Brittany planait derrière lui, son visage complètement pâle. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ?» Les yeux de Marc étaient injectés de sang. Il se débattait contre les gardes comme un animal acculé. « Ne vas-tu vraiment pas t'arrêter avant de me détruire complètement ? À quoi bon ma faillite ? » Je posai la bouteille d'eau et croisai les jambes. J'ai simplement fourni aux investisseurs une évaluation factuelle des risques. Tu savais exactement à quel point aujourd'hui était important pour moi. Marc rugit. Tu as tué le brevet. Chaque capital risqueur dans cette salle vient de s'enfuir. Je ne peux même pas couvrir la paie du mois prochain. Quand l'enfant dans ton ventre naîtra, comment vas-tu le nourrir ? Il eut l'audace de mentionner l'enfant. Je regardais son effondrement théâtral pathétique en silence total. Soudain, Brittany sortit de derrière lui et attrapa son bras. « Monsieur Dubois, ne la suppliez pas. » Elle se mordit la lèvre, fouillant dans son sac à main bon marché pour en sortir un morceau de papier plié. « Nous avons encore de l'espoir. » Marc tourna brusquement la tête pour la regarder. Brittany lui tendit le papier. « J'allais attendre la fin du sommet pour vous le dire, pour vous faire une surprise. » Brittany toucha son ventre, forçant des larmes de crocodile dans ses yeux. « Monsieur Dubois, je suis enceinte. Je viens d'aller chez le médecin ce matin. 6 semaines. Le médecin a dit, tous les indicateurs sont parfaits. C'est un garçon. » Marc se figea entièrement. Il baissa les yeux vers le papier. C'était une échographie imprimée. En quelques secondes, son expression se déforma violemment. La rage aveuglante fondit, remplacée par une euphorie malade et maniaque. Un garçon, murmura Marc pour lui-même. J'ai un fils, mon héritier. Brittany se pencha lourdement sur son épaule. Monsieur Dubois, si l'entreprise coule, qu'elle coule.
Nous avons encore des millions sur les comptes de l'entreprise. Nous pouvons vider l'argent, déménager à l'étranger avec notre fils et tout recommencer. Nous n'avons pas besoin de supporter cette horrible femme. Marc releva brusquement la tête, ses yeux brillant d'une lumière terrifiante et désespérée. C'est vrai, les réserves de trésorerie, il froissa l'échographie dans son poing. Les comptes de l'entreprise ont encore plus d'1 million de fonds liquides. C'est tout le capital client que j'ai personnellement apporté. Il pointa un doigt vers moi, un rictus suffisant et venimeux déformant son visage. Chloé, tu penses avoir gagné? Tu as coulé l'entreprise, mais ne pense pas que tu auras un seul centime de cet argent. J'ai un fils maintenant. Chaque dollar que j'ai ira à mon garçon. Toi et cette fille sans valeur que tu portes ne verrez pas un centime. Il attrapa la main de Brittany. Allons-y. Nous allons directement au bureau pour virer les fonds offshore. Ils se tournèrent et sortirent en trompe de la loge. Les gardes de sécurité refermèrent la porte et la pièce redevint complètement silencieuse. Je pris mon téléphone sur la table d'appoint. Le petit opéra qu'il venait de jouer était truffé de trous. J'ouvris mon application de courrier électronique sécurisé. Dans ma boîte de réception se trouvait un fichier crypté du détective privé, livré il y a exactement 10 minutes. J'entrai la clé de décryptage et décompressai le dossier. Le premier fichier était une capture d'écran d'une confirmation de commande d'un marché du dark web. Article, faux formulaire de diagnostic médical et échographie personnalisée. Destinataire, Brittany Leblanc. Adresse de livraison, Motel Starlight, chambre 203. Heure de commande, 1h30 du matin la nuit dernière. Heure de livraison, 6h du matin ce matin. Le deuxième fichier était une feuille de calcul Excel détaillant l'historique financier de Brittany. C'était un désastre. Elle avait contracté des prêts sur salaire à taux d'intérêt élevés auprès de cette plateforme de prêts prédatrices différentes. Entre le principal et les intérêts exorbitants, elle était endettée de 200 000 $. 6 juin, des captures d'écran de messages textes virulents de collecteurs de fonds usuriers. Payez. Si le virement n'arrive pas demain, nous diffuserons vos photos d'escorte à tout le monde dans votre ville natale. Je passai les menaces et ouvris le troisième fichier. Grand livre financier interne et relevé bancaire d'entreprise d'Apex Tech Solutions. Le détective avait soudoyé l'ancien comptable mécontent de Marc pour obtenir les données brutes. Au cours des 6 derniers mois, Marc avait demandé à Brittany de rédiger 24 faux contrats d'approvisionnement, siphonnant lentement le capital d'exploitation de l'entreprise vers 2 comptes offshore privés. Le montant total détourné était de 1,5 million de $. 1 million de cela était le capital de démarrage que je lui avais avancé il y a des années. Il ne prévoyait pas seulement de s'enfuir. Il avait systématiquement vidé l'entreprise de l'intérieur. Je regardais les preuves irréfutables sur mon écran. Marc pensait qu'il avait encore de l'argent qui l'attendait à la banque. Il n'avait aucune idée que la veille, agissant en ma qualité d'actionnaire majoritaire, j'avais déposé une injonction d'urgence pour un audit complet. À 8h ce matin, chaque compte d'entreprise lié à Apex Tech Solutions était gelé par mandat fédéral. L'argent pouvait entrer, mais absolument rien ne pouvait sortir. Il ne pourrait pas bouger un seul sou. Je fusionnais les 3 fichiers en un PDF et les transmettais à mon avocat. Je composais son numéro. Chef, avez-vous reçu les fichiers? Demanda Thomas en répondant. Je les lis maintenant. La voix de Thomas devint grave. Falsification des grands livres de l'entreprise, contrat frauduleux, siphonnage systématique des actifs de l'entreprise. C'est de la fraude télégraphique et du détournement de fonds classiques. L'historique de Brittany est là aussi, dis-je, faux documents médicaux et complot de fraude télégraphique. La chaîne de preuves est impeccable, dit Thomas. Le bruit des pages qu'il tournait résonna sur la ligne. Nous n'avons même pas besoin de délivrer d'autres assignations. Ce dossier est suffisant pour qu'un procureur fédéral obtienne instantanément un acte d'accusation et émette des mandats d'arrêt. Préparez le dossier, dis-je, regardant la skyline de San Francisco. Demain matin à 9h précise. Remettez ces documents en main propre à la task force sur les crimes financiers du FBI en ville. Compris.
Je rédigerai le renvoi criminel immédiatement. Je raccrochai. Je me levai et pris ma veste de costume sur le canapé. Marc pensait avoir joué un atout. Il ne réalisait pas qu'il venait de signer son propre arrêt de mort. Je l'imaginais assis devant un écran d'ordinateur en ce moment, frappant frénétiquement le clavier, essayant de virer de l'argent qui était bloqué derrière un pare-feu fédéral. Je poussai la porte de la loge et descendis le couloir lourd et silencieux. Mes 2 gardes de sécurité me flanquaient parfaitement. Je sortis dans l'air vif et me glissai sur la banquette arrière de mon SUV noir qui m'attendait. Retour à l'hôtel, chef, demanda le chauffeur. Au bureau de la succursale de San Francisco, j'attachai ma ceinture de sécurité. Informer l'équipe de comptabilité légale de lancer l'audit de liquidation d'Apex Tech Solutions à 15 h aujourd'hui. Le lourd SUV s'engagea en douceur dans le trafic du centre-ville. Je sortis mon téléphone et vérifiai mon itinéraire de vol. J'avais réservé un vol en première classe pour New York demain après-midi. Le chapitre de San Francisco de ce désordre était terminé. Mais de retour dans mon manoir de 5 millions de dollars à Greenwich, Connecticut, 200 rêvaient toujours de leur jour de paix. Il était temps de rentrer à la maison et de sortir les ordures. 14 h. Mon bureau à San Francisco. J'étais assise dans un fauteuil en cuir noir adossé au derrière un imposant bureau en acajou. Sur le sous-main reposait une ordonnance de tribunal civil fraîchement imprimée, encre noire sur papier blanc éclatant, estampillé d'un sceau fédéral rouge vif dans le coin. Soudain, des pas chaotiques et le souffle surpris d'une femme résonnèrent depuis la zone de réception. La lourde porte vitrée de mon bureau fut poussée. Mon assistante d'accueil entra, l'air terrifié. Marc s'introduisit juste derrière elle. Il portait toujours le même costume bleu froissé et bon marché. Sa cravate était desserrée, son col déboutonné. Il haletait lourdement, sa poitrine se soulevant, serrant une épaisse enveloppe Kraft dans son poing. « Mademoiselle Dubois, dit-elle, il vient de forcer le passage à l'accueil. » La sécurité n'a pas pu l'arrêter à temps, dit l'assistante paniquée. « C'est bon. Sortez et fermez la porte. Ne laissez personne d'autre entrer, lui dis-je calmement. » Elle hocha rapidement la tête, reculant et refermant la porte vitrée. Nous étions seuls. Marc fit 3 longues enjambées vers le bureau. Il leva le bras et claqua l'enveloppe Kraft sur l'acajou avec un bruit sourd. Le rabat était ouvert et une épaisse pile de pages agrafées glissa à moitié. « Signez-le » exigea Marc, appuyant son poids sur ses phalanges contre mon bureau. Il me regarda de haut. Je pris le document. L'entête noire en gras disait « Accord de règlement matrimonial et de partage des biens ». Je tournai la première page et parcourus les clauses. Le mari, Marc Dubois, et la femme, Chloé Dubois, dissolvent volontairement leur mariage. La femme renonce volontairement à toutes les revendications de propriété de la résidence unifamiliale située à Greenwich, Connecticut, le dit bien immobilier deviendra la propriété exclusive du mari. La femme doit signer l'acte de propriété au mari dans les 3 jours suivant l'exécution. Je tournai la page, mon expression complètement vide. La femme renonce volontairement à toutes les parts d'Apex Tech Solutions. La femme assume l'entière responsabilité de la dette conjointe de 1,5 million de dollars encourue pendant le mariage. L'enfant à naître actuellement porté par la femme bénéficiera de la garde légale et physique exclusive de la femme. Le mari est définitivement dispensé de toutes les obligations de soutien financier pour l'enfant. Je posai le document et le regardai. L'avez-vous lu ? Marc tapota agressivement ses phalanges sur le bureau. Ma mère a fait rédiger ça par un avocat requin pendant la nuit. Vous le signez aujourd'hui. Nos 10 ans de mariage sont terminés. Ne me reprochez pas d'être impitoyable. C'est vous qui avez essayé de ruiner ma compagnie en premier. Et si je refuse ? Je me penchai en arrière dans ma chaise. Marc laissa échapper un ricanement sinistre. Il se redressa, fouilla dans sa poche pour en sortir une clé USB argentée. Il la jeta légèrement dans sa paume. Je viens de l'UCSF Medical Center pour rendre visite à Brittany. Le garçon dans son ventre est en parfaite santé. Ma mère est ravie. La famille Dubois a enfin un héritier.
La bouche de Marc se tordit en un sourire malicieux et laid. Si vous ne signez pas ça tout de suite, demain j'irai à la presse. Je publierai une déclaration disant que c'est vous qui avez trompé pendant notre mariage. Je dirai au monde que l'enfant que vous portez appartient à un type quelconque. Il claqua la clé USB sur le bureau. Vous êtes une dirigeante de haut niveau chez Summit Capital. Le monde du capital risque fonctionne entièrement sur la réputation et l'éthique. Voyons combien de temps vous survivez dans cette industrie quand j'en aurai fini avec vous. J'ai des enregistrements audio d'hôtels falsifiés et des journaux de discussion truqués sur cette clé. Je les divulgue aux tabloïds et la fausse nouvelle devient réalité. Personne ne se souciera de vos explications. Le visage de Marc était tordu d'une folie absolue. Chloé, vous avez ruiné mon tour de financement de 10 millions de dollars. Je détruirai toute votre carrière. C'est une destruction mutuellement assurée. Faites votre choix. Je regardais la clé USB argentée. C'était pathétique. C'était son coup de maître, le chantage avec des preuves fabriquées. J'ouvris en douceur le tiroir droit de mon bureau et en sortis un lourd stylo plume Montblanc. J'enlevai le capuchon. Je tournai son accord absurde à la toute dernière page. Sur la ligne marquée « Signature de la femme », j'écrivis mon nom d'une écriture fluide et parfaite, Chloé Dubois. Puis je sortis un tampon encreur rouge du coin de mon bureau. J'appuyai fermement mon pouce droit dans l'encre, puis apposai mon empreinte digitale directement sur ma signature, la rendant une exécution juridiquement irréfutable. Je remis le capuchon au stylo et fis glisser le contrat sur le bureau vers lui. Signé, dis-je simplement. Marc me regarda, complètement sidéré. Il était entré ici armé d'un discours virulent et répété. Il s'attendait à ce que je crie, que je pleure, que je fasse une crise. Il s'attendait à un combat. Il n'aurait jamais imaginé en 1 million d'années que je capitulerais en moins de 60 secondes. Incrédule, il arracha le document du bureau. Il le tint à quelques centimètres de son visage, inspectant agressivement la signature et l'empreinte digitale rouge. Une fois qu'il réalisa que c'était réel, le choc disparut, remplacé par une joie maniaque incontrôlable. Ses mains tremblaient réellement. Il fourra frénétiquement les papiers dans l'enveloppe Kraft. Bon choix, ricana Marc, rangeant fermement l'enveloppe sous son bras. Ce manoir vaut au moins 5 millions. Avec cette équité, je peux obtenir un prêt relais massif et ma compagnie survit. 10 ans de votre jeunesse. Considérez la maison comme mes dommages moraux. Nous sommes quittes. Il me pointa du doigt. Demain matin à 10 heures. Apportez votre passeport et votre pièce d'identité et retrouvez-moi au bureau du greffier de la ville de Greenwich, dans le Connecticut. Nous enregistrons le transfert de propriété. Ne pensez même pas à essayer de me doubler. Ne vous inquiétez pas, je maintenus le contact visuel. Je ne le manquerai pas. Marc pivota sur ses talons et sortit avec confiance du bureau. La porte vitrée se referma derrière lui. Je sortis une lingette antibactérienne et nettoyai méticuleusement l'encre rouge de mon pouce. Je jetai ce racle la gorge la lingette tachée à la poubelle. Puis je pris l'ordonnance de la cour civile sur mon bureau. La décision fédérale était limpide. Après examen par ce tribunal, la motion d'urgence de saisie avant jugement soumise par la demanderesse, Chloé Dubois, satisfait à toutes les exigences légales. Il est par la présente ordonné un gel et une saisie ferme de 5 millions de dollars d'actifs au nom de Marc Dubois. Une hypothèque judiciaire est immédiatement placée sur l'immobilier situé à Greenwich, Connecticut. Tous les comptes bancaires d'entreprise et personnels au nom du défendeur sont gelés indéfiniment. L'horodatage en bas indiquait 9 heures. Cette ordonnance fédérale était entrée en vigueur 5 heures plus tôt. Le dossier fédéral était instantanément synchronisé numériquement avec la base de données du greffier de la ville de Greenwich. Ce manoir de 5 millions de dollars était complètement verrouillé par une hypothèque fédérale. Il ne pouvait être vendu, transféré ou utilisé comme garantie hypothécaire par personne sur Terre. Le papier que Marc venait de prendre était littéralement sans valeur. Je glissai l'ordonnance fédérale dans ma déchiqueteuse. La machine ronronna, découpant le papier en fines bandes illisibles qui tombèrent dans la corbeille.
Je pris mon téléphone de bureau et composai le numéro rapide. Service juridique, dis-je. Envoyer les dossiers de briefing pour la fusion transfrontalière de demain à mon bureau et confirmer mon vol de retour pour New York pour la première chose demain matin. Le lendemain matin, 10 heures. Le hall du bureau du greffier de la ville de Greenwich était bondé. La voix automatisée appelant les numéros de fil résonnait sur les murs de marbre. J'étais assise dans un Starbucks en face, buvant un lait écrémé chaud, observant la scène à travers les fenêtres du sol au plafond. À l'intérieur du bureau du greffier, Mark se tenait au guichet numéro 8. Il avait clairement pris un vol de nuit misérable pour la côte et pour arriver ici. À travers les portes vitrées, je le regardais glisser son enveloppe Kraft, sa pièce d'identité et une pile de documents à travers la fente sous la vitre par balle. Traitement d'un transfert de propriété, cria Mark au greffier. C'est un accord de règlement matrimonial. La femme a déjà signé et apposé son empreinte digitale. L'acte original est dans l'enveloppe. Le greffier tira les papiers, les regardant d'un air ennuyé. Il tapa le numéro d'identification de la parcelle sur son ordinateur. Instantanément, l'écran du greffier afficha une boîte d'avertissement rouge éclatante. Le greffier fronça les sourcils. Il cliqua sur la souris plusieurs fois pour développer l'alerte. « Je suis désolé, monsieur. » Le greffier repoussa toute la pile de documents à travers la fente. Cette propriété est actuellement sous un gel légal fédéral. Le titre est bloqué. Nous ne pouvons traiter aucun transfert. Le sourire narquois disparut du visage de Mark. Un gel ? Vous plaisantez ? Il serra le comptoir en marbre des deux mains. C'est la maison de ma femme. L'accord de règlement stipule clairement qu'elle me la cède. Regardez la signature. Elle a accepté. Comment diable est-elle bloquée ? Le système est très clair, monsieur. Le greffier tapota la vitre, montrant son écran. Cette propriété a été officiellement saisie par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York hier matin à 9 heures. C'est un bref de saisie avant jugement. Jusqu'à ce qu'un juge fédéral lève ce gel, toutes les transactions, transferts et demandes de prêts hypothécaires sont strictement interdits par la loi fédérale. Mark trébucha en arrière comme s'il avait été physiquement frappé. Il heurta violemment l'homme qui attendait derrière lui. « Faites attention où vous allez, mon ami », claqua l'homme. Mark l'ignora complètement. Comme un maniaque, il arracha ses papiers du comptoir. Il regarda sauvagement l'accord de divorce. Ma signature était là. Mon empreinte digitale était là. Il leva les yeux vers l'horloge numérique murale, puis de nouveau vers l'horodatage sur l'accord. Je l'avais signé à 14 heures hier. La maison avait été saisie par le gouvernement fédéral à 9 heures hier. Chloé. La mâchoire de Mark se serra si fort que ses dents grincèrent audiblement. Il siffla mon nom comme une malédiction. Il sortit frénétiquement son téléphone et composa mon numéro. Assise dans le Starbucks, je regardais mon téléphone s'allumer sur la table. Je le pris, appuyai sur le bouton rouge de rejet et bloquai délibérément le numéro de façon permanente. À travers la fenêtre, je regardais Mark fixer son écran déconnecté, incrédule. Il se frappa la cuisse dans un accès de rage pure, puis s'élança hors du bureau du greffier comme un fou, agitant les bras pour héler un taxi jaune dans la rue. Je pris une dernière gorgée de mon lait et jetai le gobelet en papier. Une demi-heure plus tard, mon téléphone sonna avec un message vidéo du gérant du domaine de ma propriété de Greenwich. Mademoiselle Dubois, il y a une grave altercation à vos grilles d'entrée. Des marshals américains sont sur place pour exécuter l'ordonnance du tribunal. Veuillez vérifier. Je tapai sur lecture. La séquence était légèrement tremblante. Le taxi de Mark s'arrêta avec un crissement devant les immenses grilles en fer forgé du domaine. Avant même qu'il ne s'arrête complètement, Mark ouvrit la porte et sprinta vers l'entrée. Les grilles étaient cadenassées. Sur les piliers en pierre étaient collés deux énormes autocollants blancs qui s'entrecroisaient, portant le sceau rouge vif du service des US Marshals. Saisi par ordonnance fédérale. Suzanne et Jessica étaient assises misérablement sur le trottoir en béton froid devant les grilles.
Autour d'elle se trouvaient 5 énormes sacs poubelles noirs bon marché. « Marc, tu es enfin là. » Suzanne se leva du trottoir dès qu'elle le vit. Elle bondit en avant, lui attrapant le bras, sanglotant hystériquement. Les agents fédéraux sont arrivés à l'aube. Ils nous ont traînés hors du lit et jetés à la rue. Ils ont dit que la maison était saisie. Ils ne m'ont même pas laissé aller au coffre-fort pour prendre mes bijoux en or ou mes relevés bancaires. Jessica était assise sur un sac poubelle informe, essuyant agressivement son visage taché de mascara. Marc, mes sacs en édition limitée. Mes bijoux. Les fédéraux ont tout confisqué à l'intérieur. Ils ont dit que ça avait été acheté avec l'argent volé de Chloé, que ce sont des gains illégaux, et qu'ils vont les vendre aux enchères pour payer la dette. Comment suis-je censé me montrer à défaite maintenant? Marc hyperventilait. Il fixa les sceaux fédéraux rouges brillants sur les grilles. Il fit un pas en avant et tendit la main, essayant d'arracher l'autocollant de la pierre. Monsieur, éloignez-vous des grilles. 2 marshals armés se mirent immédiatement en travers de son chemin, les mains posées sur leurs ceintures utilitaires. Endommager un sceau fédéral est un crime. Reculez tout de suite ou vous serez menotté. C'est ma maison, cria Marc, ses yeux injectés de sang, de la salive volant de sa bouche. Comme un animal blessé, il agita sauvagement l'accord de divorce froissé devant le visage du marshal. C'est la maison de ma femme. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Nous avons signé un accord de règlement hier. Regardez-le en noir et blanc. Cette maison est à moi. Dégagez de mon chemin. Le marshal prit calmement le papier de sa main, jeta un coup d'œil à l'horodatage de la signature et le lui rendit. L'heure d'exécution de ce contrat privé est postérieure à une ordonnance de saisie fédérale, ce qui le rend légalement nul et non avenu, déclara le marshal, complètement impassible. La plaignante qui a déposé l'injonction est Chloé Dubois. Elle a fourni à un juge fédéral des preuves financières irréfutables prouvant que vous vous êtes livré à une grave dissipation des biens matrimoniaux. Le tribunal a ordonné la saisie. Si vous avez une réclamation, engagez un avocat et déposez une motion devant un tribunal fédéral. Maintenant, quittez les lieux immédiatement ou vous serez arrêté pour interférence avec un agent fédéral. Les papiers glissèrent des doigts tremblants de Marc, flottant sur le trottoir. Il s'effondra complètement. La réalisation lui frappa que chaque filet de sécurité avait disparu. Chloé, espèce de psychopathe. Tu m'as piégé. Marc pencha la tête en arrière vers le ciel couvert, laissant échapper un hurlement rauque et guttural de désespoir absolu. Je fermai la vidéo et verrouillai mon téléphone. 14 heures. Mon appartement de luxe de haute sécurité à Manhattan. Le bâtiment nécessitait un accès par carte-clé pour que les ascenseurs atteignent les étages résidentiels. J'étais assise sur mon vaste canapé en cuir, examinant l'audit légal d'Apex Tech lorsque l'interphone intelligent mural déclencha une alarme rapide. L'écran de sécurité HD s'alluma, montrant le flux de la caméra devant ma porte d'entrée. Marc se tenait dans le couloir. Il n'avait pas pu se permettre un vol direct depuis San Francisco, il avait donc dû prendre un vol de nuit économique pour retourner à New York. Sa veste de costume était partie. Sa chemise blanche était déboutonnée, les boutons déchirés, sa cravate manquante. Son visage était un masque de fureur pure et non altéré. Il serra les poings et commença à frapper violemment la porte de sécurité en acier renforcé. « Chloé, sors d'ici. Ouvre cette porte. » Marc cria dans la caméra de l'interphone. Bing bing bing. Son poing martelait le métal, résonnant dans le couloir. Je ne bougeais pas d'un pouce. Je me contentais de regarder l'écran. Tu penses que te cacher là te met en sécurité? Marc pencha son visage à quelques centimètres de l'objectif, ses yeux complètement injectés de sang. Il haletait lourdement. Tu m'as poursuivi en justice devant un tribunal fédéral? Tu as verrouillé la maison et jeté ma mère et ma sœur à la rue comme des chiens. Es-tu même humaine? As-tu une âme? Il fit un pas en arrière, leva sa chaussure de ville et frappa violemment la porte. Ouvre la porte, va au palais de justice, retire la plainte et rends-moi ma maison, hurla-t-il d'une voix rauque. Je tendis la main et appuyai sur le bouton d'enregistrement de la console d'interphone.
La lumière rouge s'alluma. Chaque menace, chaque coup de pied violent était sauvegardé directement sur mon serveur cloud sécurisé. Tu ne l'ouvres pas? Très bien, je vais défoncer cette putain de porte. Marc regarda sauvagement dans le couloir et repéra l'armoire d'équipement d'incendie d'urgence. Il courut, attrapa le marteau d'urgence, brisa la vitre et sortit le lourd extincteur rouge. Il le ramena à ma porte, le hissant sur son épaule, visant la lourde base en acier sur le pêne dormant. Je pris calmement le combiné du téléphone fixe sur la table basse et composai le numéro rapide de la sécurité du bâtiment. 8e étage, chambre 82. Un individu hostile brandit un extincteur et tente de forcer ma porte d'entrée, dis-je, ma voix complètement stable. Le suspect est très erratique, violent et hors de contrôle. Envoyez une équipe d'intervention immédiatement. Compris, mademoiselle Dubois, nous arrivons, répondit le chef de la sécurité. Moins de 60 secondes plus tard, l'ascenseur tinta. 4 gardes de sécurité massifs en tenue tactique noire sortirent, brandissant des matraques et des boucliers anti-émeutes transparents. Lâchez l'arme. Mettez vos mains sur la tête et éloignez-vous de la porte, cria le capitaine, levant son bouclier. Marc pivota, hissant l'extincteur comme un bélier. Foutez le camp. Je m'occupe de ma femme. Ce ne sont pas vos putains d'affaires. Il fit un mouvement de balancier avec le lourd cylindre en acier. Les 2 gardes de tête se mirent instantanément en garde, levant leurs boucliers pour absorber le coup de biais. Les 2 autres le flanquèrent parfaitement. Un garde abaissa sa matraque d'un coup rapide et calculé, frappant Marc sèchement sur le poignet droit. Marc hurla d'agonie. Sa prise céda et le lourd extincteur s'écrasa sur le carrelage avec un bruit assourdissant, projetant un nuage de poudre chimique sèche blanche dans le couloir. Avant qu'il ne puisse réagir, 2 gardes l'abordèrent, le projetant face contre terre sur le carrelage froid. Un garde plaça un genou en plein entre ses omoplates, appliquant une douloureuse clé de bras. Laissez-moi partir. Dégagez. Marc se débattait sauvagement, essayant de les repousser. Je suis un PDG. Ma compagnie va être cotée en bourse. Vous ne pouvez pas me toucher. Le garde sortit une paire de lourdes menottes métalliques de sa ceinture. Clic-clac. Les poignets de Marc étaient fermement attachés derrière son dos. Je me levai, marchai jusqu'à la porte d'entrée et l'ouvris. Debout sur le pas de la porte, je le regardai. Son visage était douloureusement écrasé contre le sol, une éraflure saignait sur son front, son costume ruiné par la poudre chimique blanche. Il leva les yeux vers moi avec une haine pure. « Chloé, tu vas pourrir en enfer pour ça », siffla-t-il entre ses dents. « Appelez le NIPD », dis-je au capitaine de sécurité. Il est en infraction, trouble la paix et tente de détruire des biens. Copiez la vidéo de surveillance du couloir et remettez-la directement aux officiers qui interviendront. Oui, mademoiselle Dubois. Toutes mes excuses pour le dérangement. Le capitaine hocha respectueusement la tête. 2 gardes soulevèrent Marc par les aisselles. Il s'affaissa comme un sac de pois morts. Tout le combat s'était finalement échappé de lui. Ils le traînèrent vers l'ascenseur de service. Les portes se refermèrent et le couloir redevint silencieux, à l'exception de l'équipe de nettoyage qui balayait tranquillement la poudre ignifuge. Je fermai la porte, retournai au salon et vérifiai mon téléphone. Le détective privé avait envoyé un nouveau message. Chef, Brittany vient de quitter le Starlight Motel. Elle a pris sa valise et a pris un covoiturage jusqu'à la gare routière de San Francisco Greyhound. Elle a acheté un billet au comptant pour un bus inter-État. Elle s'enfuit. Je regardai le message. Quand les flics avaient Marc plaqué contre le mur au Ritz, Brittany avait fait le calcul. Marc avait atteint une impasse. Pas de manoir à 5 millions de dollars, pas d'hypo, pas de liquidité. Elle abandonna la fausse grossesse dès qu'il quitta le motel, vida son portefeuille des 2 derniers 1000 dollars en espèces et s'enfuit. Je tapai une réponse. Les collecteurs de fonds usuriers connaissent-ils sa position exacte? Le détective répondit instantanément. J'ai utilisé un numéro jetable pour envoyer l'adresse de la gare routière et la plaque d'immatriculation de son bus au patron de l'agence de recouvrement. Leurs exécuteurs attendent déjà au terminal de départ.
Parfait. Annuler la filature. Dossier classé. Je jetai mon téléphone sur le canapé. Une arnaqueuse endettée de 200 000 $, fuyant dans un bus Greyhound directement dans les bras d'un gang de recouvrement vicieux. Je n'avais pas besoin de perdre une seconde de plus à penser à son destin. 3 jours plus tard, quartier financier de Manhattan, salle de conférence du dernier étage de Blackwood Venture. Mark était assis d'un côté de l'immense table ovale, portant le même costume froissé et abîmé. Ses yeux étaient cernés de sacs violets foncés. Une barbe de 3 jours maladive recouvrait sa mâchoire, et il sentait légèrement la sueur aigre. Il avait passé 24 heures dans une cellule de garde à vue du NIPT avant qu'un ami ne le fasse finalement sortir sous caution. Dès qu'il fut libéré, il vint directement ici. C'était sa dernière bouée de sauvetage absolue. Blackwood Venture était une entreprise notoirement louche, en marge du monde du capital risque, connue pour le blanchiment d'argent sale et l'octroi de prêts relais hautement prédateurs. Mark avait dissimulé la réalité fatale que ses comptes d'entreprise étaient gelés par le gouvernement fédéral. Il avait engagé quelqu'un pour fabriquer un ensemble d'états financiers d'entreprise impeccables pendant la nuit, utilisant sa bravade éloquente pour escroquer une feuille de conditions de Blackwood. Il était là aujourd'hui pour signer le contrat final et recevoir un prêt relais d'urgence de 300 000 $. S'il pouvait juste mettre la main sur cet argent, il pourrait fuir le pays avant que le FBI ne referme complètement le piège. Paul Moreau, l'associé principal de Blackwood, était assis en face de lui, feuilletant le contrat imprimé. Monsieur Dubois, si tout vous semble acceptable, nous signons ici, et mon équipe vire les fonds immédiatement. Moreau fit glisser un lourd stylo Montblanc sur la table. La main de Mark trembla violemment alors qu'il le prenait. Il en mordit pratiquement le capuchon avec ses dents. Attendez. Les lourdes doubles portes en chaîne de la salle de conférence s'ouvrirent. J'entrai, vêtu d'un costume noir élégant et de talons aiguilles. L'avocat Thomas Leclerc me suivait à un demi-pas, portant une épaisse mallette en cuir noir. Le stylo de Mark se figea à 1 pouce du papier. L'encre saigna, formant une tache noire foncée sur le contrat. Sa tête se releva brusquement. Tout le sang restant s'écoula de son visage, le laissant ressembler à un cadavre. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il se repoussa violemment de la table, la chaise grinçant bruyamment contre le bois dur. « Sécurité, faites-la sortir d'ici. » Qui l'a laissé entrer ? Paul Moreau posa son stylo et se leva, sa posture changeant instantanément pour une déférence respectueuse. Summit Capital était un titan de Wall Street de premier ordre. Une entreprise de second ordre comme Blackwood survivait entièrement grâce aux miettes et aux accords syndiqués que Summit lui transmettait. Moreau savait exactement qui j'étais. Mademoiselle Dubois, quel honneur inattendu. À quoi dois-je le plaisir ? Demanda Moreau avec douceur. Monsieur Moreau, toutes mes excuses pour l'intrusion. Je m'avançai jusqu'à la table et tirai une chaise. Je suis ici en tant qu'auditrice indépendante tierce pour fournir une évaluation factuelle des risques concernant Apex Tech Solutions. Je tournai la tête et regardai Mark droit dans les yeux. Il tremblait si fort qu'il pouvait à peine se tenir debout, ses yeux fixés de terreur sur la mallette noire dans la main de Thomas. Il déglutit difficilement. Monsieur Dubois vous a-t-il garanti qu'Apex Tech est financièrement solvable et libre de tout litige en cours ? Demandai-je à Moreau. Oui, il l'a fait. Moreau fronça les sourcils. Il a fourni des états financiers certifiés montrant un bénéfice net de 200 000 $ le mois dernier. Thomas s'avança, ouvrit les loquets de sa mallette et en sortit une pile massive de documents. Il les posa lourdement au centre de la table, juste devant Moreau. Ce sont les registres internes authentiques d'Apex Tech Solutions, ainsi qu'un audit légal mené par une société de comptabilité de premier ordre, dis-je, tapotant la pile. Et juste au-dessus se trouve une ordonnance de tribunal fédéral certifiée. Je retournai la page de couverture. Apex Tech Solutions fait actuellement l'objet d'une vaste enquête fédérale impliquant la fraude télégraphique, le détournement de fonds d'entreprise et le grand larcin. Depuis 3 jours, chaque compte bancaire d'entreprise lié à cette entité a été entièrement gelé par le département de la justice des États-Unis. Je regardai Moreau droit dans les yeux, parlant avec une clarté absolue. Ce qui signifie que si vous virez 300 000 $ sur son compte maintenant,
l'argent sera instantanément saisi par le gouvernement fédéral pour payer ses créanciers prioritaires, vous ne recevrez absolument aucune participation. Vous jetez 300 000 $ directement dans un incinérateur fédéral. Le visage de Moreau devint écarlate. Les veines de son cou épais saillirent. Il arracha l'ordonnance de tribunal fédéral de la table, examinant le sceau SDNY et le numéro de dossier. Furieux, Moreau froissa le papier en une boule serrée et la lança violemment directement au visage de Marc. Espèce de fils de... Vous avez eu le culot d'essayer de m'arnaquer ? Moreau claqua ses deux mains sur la table, rugissant de toutes ses forces. Vos comptes sont saisis par les fédéraux et vous êtes dans mon bureau en train d'essayer de signer une feuille de condition. Vous pensiez pouvoir utiliser mon argent pour combler votre trou ? Ai-je l'air d'un idiot ? La boule de papier rebondit sur le nez de Marc et tomba sur le sol. Les genoux de Marc fléchirent. Il s'effondra sur sa chaise. Paul, s'il te plaît, écoute-moi. C'est un malentendu. Marc tendit la main à travers la table, attrapant frénétiquement la manche de Moreau. Ma femme folle me monte un coup. Les comptes seront débloqués demain, je le jure. Rempli de dégoût, Moreau retira violemment son bras. Il attrapa le contrat d'investissement impeccable sur la table, le saisit des deux mains et le déchira en deux. Il jeta les moitiés déchiquetées directement au visage de Marc. Explique-moi mon cul. Dégage de mon immeuble. Moreau pointa un doigt massif vers la porte. J'appelle l'association des WC tout de suite pour inscrire votre nom sur la liste noire de façon permanente. Quiconque investit un seul centime vous trahit Blackwood. Moreau aboya pour sa secrétaire, et ils sortirent tous les deux de la salle de conférence, claquant les lourdes portes en chêne derrière eux. L'immense pièce était silencieuse, occupée seulement par moi, Thomas Leclerc et Marc. Marc était paralysé sur sa chaise. Il regardait fixement les morceaux de papier déchiquetés éparpillés sur l'acajou. Sa dernière bouée de sauvetage, son dernier espoir désespéré, venait d'être vaporisé. Je fis le tour de la table, m'arrêtant directement devant lui. Je pris les pairs rapports d'audit légal. J'ai déjà soumis la copie originale non expurgée de ce rapport au service des crimes en col blanc du NIP au FBI. Je le regardai dans ses yeux creux et morts. Vous avez utilisé 24 contrats d'approvisionnement frauduleux pour siphonner 1,5 million de $ d'actifs d'entreprise vers des comptes offshore. Chaque virement a une empreinte numérique vérifiée. C'est une fraude télégraphique et un détournement de fonds flagrant et irréfutable. Marc releva lentement la tête. L'arrogance, la rage, l'ego, tout avait disparu. Seule une terreur suffocante restait. Chloé, tu as gagné. Sa voix était un murmure brisé et rauque. Tu as pris la maison. Tu as détruit l'entreprise. Tu as coupé toutes les voies d'évasion. Es-tu satisfaite maintenant ? Ce n'est pas un jeu de gagner ou de perdre. Je laissai tomber le lourd rapport sur la table avec un bruit sourd. C'est simplement moi qui reprends ce que tu m'as volé et qui m'assure que tu paies le prix de ta cupidité. Soudain, Marc glissa de sa chaise et s'effondra à genoux. Ses genoux frappèrent le parquet avec un bruit sourd. Il bondit en avant, saisissant l'ourlet de ma jupe de costume noir des deux mains. Des larmes et de la morve coulaient sur son visage, ruinant complètement ce qui lui restait de dignité. Chloé, j'ai eu tort. S'il te plaît, pense à nos 10 ans de mariage. Pense à notre enfant à naître. Laisse-moi partir. Il gémit hystériquement, s'inclinant à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa tête heurte physiquement le sol. Si je vais en prison fédérale, le bébé n'aura pas de père. Va voir les flics. Retire les accusations. Je te céderai toutes mes actions. Je jure que je disparaîtrai. Tu ne me reverras plus jamais. Je regardais la créature pathétique qui se prosternait à mes pieds. C'était l'homme qui avait commandé de l'audio falsifié pour détruire ma réputation. L'homme qui avait jeté sa femme enceinte dans un motel à cafards pour que sa maîtresse puisse dormir dans une suite de luxe. L'homme qui avait essayé de me laisser absolument rien. Et maintenant, il était par terre, suppliant, non pas parce qu'il ressentait des remords, mais parce qu'il savait qu'il était sur le point de passer les meilleures années de sa vie dans une cellule de béton.
Je fis délibérément un pas en arrière, arrachant le tissu de ma jupe de sa prise. Ton temps est écoulé, dis-je, ma voix vide de toute sympathie. La police est déjà en bas. Les lourdes portes de la salle de conférence s'ouvrirent. 2 détectives costauds en civil, des badges dorés accrochés à leur ceinture, marchèrent dans la pièce. Marc Dubois, NIPD White Collar Crime Task Force. Le détective principal déroula un mandat d'arrêt estampillé par un juge fédéral. Vous êtes en état d'arrestation pour grand larcin, fraude télégraphique et blanchiment d'argent. Levez-vous et mettez vos mains derrière votre dos. Les détectives attrapèrent Marc par les aisselles, le soulevant du sol. Des menottes en acier froid s'enclenchèrent autour de ses poignets avec un clic net et final. Marc ne se débattit pas. Le combat était complètement parti. Il regardait fixement devant lui, ses pieds traînant sur le sol tandis que les détectives l'entraînaient hors de la pièce. Le bruit de ses chaussures résonna dans le couloir jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le néant. Je me dirigeai vers les fenêtres du sol au plafond et regardai le trafic animé de Wall Street en contrebas. Une voiture de police du NIPD était garée au bord du trottoir, ses lumières rouges et bleues clignotant contre les gratte-ciel environnants. 2 officiers poussèrent Marc sur la banquette arrière, claquèrent la portière et la voiture de police se fondit dans le trafic, disparaissant dans le canyon de béton. Thomas s'avança à mes côtés, rangeant les documents restants dans sa mallette. « Chef, tout à New York est officiellement terminé, dit-il. » Je posai une main sur mon ventre de femme enceinte. « Non, dis-je, tournant mon regard vers le nord. Il reste une dernière chose à régler. Demain matin, nous nous rendons au commissariat du NIPD de Greenwich. » Je m'assis sur un banc métallique dur dans le hall éclairé au néon, tenant une copie du reçu des preuves supplémentaires. La lourde porte en fer de l'aile d'interrogatoire s'ouvrit. 2 officiers escortèrent Marc, la chaîne en acier de ses menottes cliquetant sèchement dans le silence. Marc gardait la tête baissée, son costume ruiné, ses chaussures éraflées. Soudain, les portes vitrées automatiques du commissariat s'ouvrirent. Un souffle d'air glacial de la ville s'engouffra. 3 officiers de la brigade des mœurs entrèrent, traînant une femme entre eux. C'était Brittany. Son maquillage impeccable avait complètement disparu. Ses cheveux étaient un nid de rats emmêlés. La moitié de son visage était gravement enflée, une traînée de sang séché incrustée au coin de sa bouche. La robe de soirée champagne était déchirée sur le côté, exposant un débardeur sale. « Asseyez-vous et taisez-vous. » Une policière poussa Brittany avec force sur un banc en bois boulonné au mur. « Officier, ces hommes m'ont battu à mort. Vous devez les arrêter, » gémit Brittany, enfouissant son visage dans ses mains. « Ils ont volé mon sac. Tout mon argent était dedans. Vous êtes actuellement en état d'arrestation pour falsification de documents médicaux officiels et complot de fraude télégraphique, dit froidement l'officier, sortant un bloc-notes. Nous laissons la brigade des mœurs s'occuper de vos usuriers. Pour l'instant, vous allez avouer exactement comment vous avez fabriqué ces échographies. » Au son de sa voix, la tête de Marc se redressa violemment. Les officiers poussèrent Marc sur un banc en face d'elle pour attendre ses documents de traitement. Les 2 étaient assis à peine à 3 mètres l'un de l'autre. Brittany. Marc la fixa, sa voix rauque. « Tu n'as pas dit que tu prenais un taxi pour l'aéroport ? Pourquoi diable es-tu ici ?» Brittany leva les yeux. Ses yeux gonflés se fixèrent sur les menottes en acier autour des poignets de Marc. Elle se figea. « Tu as été arrêté aussi ?» Les pleurs de Brittany cessèrent instantanément. Elle le regarda avec un venin pur. « Tu n'as pas dit que ton entreprise faisait une introduction en bourse ? Tu n'as pas dit qu'il y avait des millions cachés dans les comptes de l'entreprise ? Espèce de menteur. » Marc serra les poings, les menottes cliquetant bruyamment. « Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu as volé les 2 derniers $1000 de mon portefeuille pendant que j'étais sorti. » Marc grogna. « Tu portes mon fils. Pourquoi as-tu fui ? Où est l'argent ? » Brittany laissa échapper un rire moqueur et dur, grimaçant alors que le mouvement tirait sur sa lèvre fendue. « Fils, tu penses vraiment que tu as un fils ? » Brittany pointa un doigt tremblant aux ongles en acrylique vers son visage. « Regarde-toi bien dans le miroir,
Mark. Tu es un loser pathétique qui a vécu de l'argent de sa femme. Pourquoi diable t'aurais-je donné un enfant? Mark cessa de respirer. Il regarda avec une horreur absolue son ventre plat. De quoi parles-tu? J'ai vu l'échographie. Le médecin a dit que c'était un garçon. Cette échographie était un faux à $50 que j'ai acheté sur le dark web. Brittany cria avec un rire hystérique. J'ai juste tapé ton nom dessus. Je n'ai jamais été enceinte. Je l'ai fait seulement pour te piéger pour que tu me vires l'argent offshore. Mais tu es fauché. Tes cartes de crédit ont été refusées. Ta maison a été saisie. Tu n'avais même pas les moyens de te payer une chambre de motel. T'attendais-tu vraiment à ce que je reste et pourrisse avec toi? Les yeux de Mark s'écarquillèrent jusqu'à ce qu'il semble prêt à sortir de son crâne. Sa poitrine se souleva violemment. Tu m'as menti. Tu m'as réellement menti. Mark laissa échapper un cri perçant d'agonie totale. Il sauta du banc. Ignorant les menottes, il se jeta directement sur Brittany, levant ses mains liées, essayant de laisser tomber la chaîne d'acier directement sur sa trachée. Je vais te tuer. Tu as ruiné ma vie. Rends-moi mon fils. Mark avait complètement perdu la tête, la plaquant contre le mur de parpaing. Brittany se débattait sauvagement, hurlant en enfonçant ses longs ongles en acrylique profondément dans les joues de Mark, lui faisant 4 profondes entailles sanglantes au visage. Lâche-moi, sale psychopathe. Ta femme a eu raison de te jeter à la poubelle, cria-t-elle. Le hall explosa instantanément dans le chaos. Et, arrêtez ça. 3 officiers massifs se jetèrent sur Mark, le tirant de Brittany et le claquant face contre terre sur le linoléum. Bougez encore et vous serez tasés. Compris, rugit le sergent de bureau. Mark gisait cloué au sol, haletant, regardant de côté Brittany. Brittany serrait sa gorge meurtrie, toussant violemment. Officier, je veux devenir témoin à charge. Brittany pointa Mark au sol. Il a falsifié les registres de l'entreprise. Il m'a fait rédiger les faux contrats. Il a blanchi l'argent. Je vous dirai tout. Puis-je obtenir l'immunité si je témoigne contre lui? Mark cessa de se débattre. Tandis qu'il écoutait Brittany le vendre, la dernière étincelle de vie dans ses yeux s'éteignit définitivement. La grande romance dont il s'était vanté. L'héritier mâle dont il était si fier. Ce n'était qu'un mensonge bon marché et dégoûtant. Il n'était que 2 chiens enragés se battant pour des restes pourris dans une ruelle. Je m'assis calmement sur le banc, observant le cirque. L'officier chargé du traitement s'approcha de moi. Mademoiselle Dubois, le bureau du procureur a examiné vos preuves supplémentaires. La piste documentaire est impeccable. Il me tendit un presse-papier. Voici le reçu de dépôt officiel. Veuillez signer. Je cliquai mon stylo, signai mon nom proprement sur la ligne pointillée et glissai la copie dans mon sac de créateur. Je me levai et me dirigeai vers la sortie. Mark, étant soulevé par les policiers, me vit. Ses lèvres tremblèrent violemment. Il ouvrit la bouche, essayant de parler, mais aucun son ne sortit. Je ne lui accordai même pas un second regard. Je poussai les portes vitrées et sortis sous le soleil éclatant de l'après-midi. Je mis mes lunettes de soleil et montai dans la berline noire qui m'attendait. À l'aéroport, dis-je au chauffeur. Le lendemain matin, mon vol atterrit en douceur à l'aéroport du comté de Westchester. L'air à New York était 10 degrés plus froid qu'à San Francisco. La voiture arrangée par Thomas Leclerc m'attendait sur le tarmac. Je me glissai sur la banquette arrière. Chef, les US Marshals sont déjà au domaine de Greenwich. L'équipe d'expulsion est en attente, rapporta Thomas au téléphone. J'arrive. Je raccrochai. 40 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant les imposantes grilles en fer du domaine de Greenwich. Les sceaux de saisie fédérale étaient toujours collés sur les piliers. Suzanne et Jessica étaient assises misérablement sur les marches en pierre devant les grilles. Elles étaient emmitouflées dans des manteaux d'hiver bon marché et laids, entourés de 5 sacs poubelles volumineux et lourds. 3 marshals américains se tenaient à proximité, les mains posées professionnellement sur leur ceinture.
J'ouvris la portière de la voiture et en sortis. Le claquement net de mes talons aiguilles résonna sur l'asphalte. Suzanne tourna la tête. Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir désespéré, et elle se leva immédiatement du trottoir. « Chloé, tu es enfin là. » Elle se précipita vers moi, tendant la main pour me saisir le bras. Deux de mes agents de sécurité privée s'avancèrent en douceur devant moi, formant un mur physique. Bloqué. Suzanne se frappa immédiatement la cuisse et commença à gémir bruyamment. Dites à ces fédéraux de partir. C'est notre maison. Dépêchez-vous et déverrouillez les grilles. Nous gelons ici. Essayez-vous de tuer votre propre belle-mère? Je la regardai par-dessus l'épaule de mon garde. Suzanne, votre fils Marc a été inculpé de détournement de fonds d'entreprise, de fraude télégraphique et de blanchiment d'argent. Hier après-midi, il a été officiellement placé en détention fédérale par le NIPD. Mon ton était aussi désinvolte que si je discutais du temps qu'il faisait. Les gémissements de Suzanne cessèrent instantanément. Sa mâchoire tomba. Elle me fixa, les yeux exorbités. Tu mens. Marc est un PDG. Sa compagnie va être cotée en bourse. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Il a volé 1,5 million de dollars. J'ai moi-même remis les preuves médico-légales au FBI. Je la regardai droit dans les yeux. Il risque un minimum de 8 ans dans un pénitencier fédéral. Tous les biens qu'il possède, y compris cette maison, sont vendus aux enchères par le gouvernement fédéral pour payer ses créanciers lésés. Les genoux de Suzanne cédèrent. Elle s'affaissa sur l'asphalte froid. La réalité finit par s'imposer. Je ne bluffais pas. Jessica se leva de son sac poubelle. Elle s'avança, pointant un doigt arrogant vers moi. Arrêtez d'essayer de nous faire peur. Si mon frère est en prison, où diable sommes-nous censés vivre, demanda-t-elle, complètement dépourvue de conscience de soi. Dépêchez-vous de nous louer un appartement de luxe en ville et de nous donner notre allocation hebdomadaire. Je ne peux pas être vue vivant comme une paysanne. Je regardais cet enfant géante absolument inutile. Je me tournai vers le marshal fédéral. Monsieur le marshal, merci d'avoir attendu. Veuillez commencer la saisie des biens. Je lui tendis un presse-papier. Voici l'inventaire détaillé de tous les biens de luxe de grande valeur achetés avec les fonds matrimoniaux détournés. Le marshal hocha la tête. Exécutez le balayage, ordonna-t-il à ses adjoints. 3 officiers s'avancèrent et déchirèrent agressivement le premier sac poubelle à côté de Jessica. Et, qu'est-ce que vous faites? Ne touchez pas à mes affaires, cria Jessica, bondissant en avant. Ce sont mes effets personnels. C'est de la brutalité policière. 2 adjoints la maîtrisèrent facilement. Un officier sortit un sac à main orange immaculé de la pile de vêtements. Hermès Birkin, gris éléphant. Prix d'achat 60 000 $. Il vérifia le numéro de série estampillé à l'intérieur par rapport à mon presse-papier. Numéro de série correspondant, identifié comme produit illicite. Saisi. Il laissa tomber le Birkin négligemment dans une lourde poubelle en plastique du service fédéral. Jessica hurla hystériquement, des larmes coulant sur son visage. C'est mon sac. Je viens de l'acheter. Je ne l'ai même pas encore porté à une fête. Rendez-le-moi. Les officiers l'ignorèrent. Sac Chanel classique flap, 9 000 $. Saisi. Bracelet Cartier diamant, 16 000 $. Saisi. Collier Van Cleef et Arpels Alhambra, 6 000 $. Saisi. Les voix des officiers résonnaient clairement dans le vent glacial. Chaque montant lui était un poignard qui s'enfonçait dans le cœur superficiel de Jessica. Des boîtes à bijoux en velours exquise furent ouvertes, vérifiées et jetées dans les poubelles de preuve. Le 3e sac poubelle fut ouvert. Un officier fouilla sous quelques pulls bon marché et en sortit un épais livret bleu. Chéquier et relevé de compte Chase Bank. Titulaire du compte Suzanne Dubois. Solde actuel 200 000 $. En entendant ce chiffre, Suzanne se leva du trottoir comme un animal enragé, chargeant l'officier. C'est mon fonds de retraite. C'est mes économies de toute une vie. Vous ne pouvez pas prendre ça.
Un adjoint l'attrapa par les épaules et la plaqua en arrière. Madame, la comptabilité légale prouve que cet argent a été illégalement transféré par Marc Dubois des comptes de Mademoiselle Dubois, dit le marshal, brandissant l'ordonnance du tribunal. Le tribunal a gelé ses fonds. Ils sont affectés à l'indemnisation de la victime. Je me fiche de la loi. L'argent dans ma poche est mon argent. Suzanne fit une crise énorme, tombant sur l'asphalte et se roulant par terre, frappant le sol de ses mains. Chloé, espèce de vipère. Tu vas pourrir en enfer. Tu conduis ta propre famille à l'extinction. Je m'approchai lentement d'elle, la regardant se tordre sur le sol. Il y a 2 ans, quand vous m'avez escroqué de cet argent. Vous avez prétendu que le toit de votre vieille maison de l'Ohio s'effondrait, dis-je froidement. Mais mon enquêteur a vérifié. Vous n'avez jamais réparé le toit. Vous avez placé l'argent sur un CDA au rendement et utilisé les intérêts pour jouer au bingo à gros enjeux chaque semaine. Suzanne se figea, n'osant pas croiser mon regard. Vous avez vécu dans ma maison sans loyer pendant 3 ans. Vous m'avez forcé à me lever à 5 heures du matin tous les jours pour vous préparer un petit déjeuner chaud, affirmant que c'était des valeurs familiales traditionnelles. Mon ton était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Vous avez secrètement envoyé les compléments coûteux que je vous avais achetés directement à Jessica. Vous avez profité de la vie de luxe que je vous ai offerte, et dans mon dos, vous m'avez traité de vieille mégère qui ne pouvait pas avoir de fils. Je fis une pause, laissant le silence peser lourdement sur eux. Je reprends simplement ce qui m'appartient. Vous n'avez absolument aucun droit de jouer les victimes. Suzanne gisait sur le trottoir, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson qui suffoque. La saisie dura encore 30 minutes. Chaque sac de designer, bijoux et dollars volés fut catalogué et enfermé dans le SUV du marshal. Les seules choses laissées sur le trottoir étaient 2 sacs poubelles à moitié vides remplis de vêtements usés et de produits de toilette bon marché. Inventaire complet, confirma le marshal, me tendant une copie du manifeste. Mademoiselle Dubois, le procureur contactera votre conseil concernant le calendrier de restitution. Merci, monsieur le marshal. Resté en sécurité, je hochai la tête. Les marshals montèrent dans leur SUV et partirent le long de la rue bordée d'arbres. Devant les immenses grilles en fer, seules Suzanne et Jessica restaient, emmitouflées dans leurs minces manteaux, elles frissonnaient violemment dans le vent glacial de la Nouvelle-Angleterre. Jessica regarda ses sacs poubelles vides et éclata finalement en sanglots authentiques et laids. « Maman, qu'allons-nous faire ? Mon téléphone portable a été coupé. Je n'ai pas un seul dollar. » Le visage de Suzanne était complètement vide. Elle leva lentement la tête et me regarda. Soudain, ses genoux fléchirent. Elle tomba à genoux juste devant moi. « Chloé, maman a eu tort. Maman t'a maltraitée. » Suzanne pleura, s'accrochant à mes jambes. Elle cria désespérément. « Tu ne peux pas simplement nous laisser ici. Nous n'avons pas de famille à New York. Nous n'avons même pas d'argent pour un billet de bus pour l'Ohio. Donne-nous juste un peu d'argent pour la route, s'il te plaît. » Je la regardai. J'avais autrefois déversé un respect et une piété filiale sans fin sur cette femme. J'avais constamment compromis mes propres limites juste pour maintenir la paix. Mais pour elle, je n'étais jamais de la famille. J'étais juste un hôte qu'elle pouvait saigner à blanc. Je fis un pas en arrière, retirant mon manteau de sa portée. Il y a des refuges en ville. La ville sert des repas chauds 2 fois par jour, dis-je, ma voix glaciale. Vous pouvez y aller vous-même. Je me retournai et retournai à ma voiture qui m'attendait. Chloé, tu es un monstre de sang-froid. Tu n'as pas de conscience, cria Suzanne dans mon dos. J'ouvris la portière et me glissai sur le siège en cuir. Conduisez, dis-je à mon chauffeur. Le lourd SUV s'éloigna en douceur du trottoir. À travers la vitre teintée, je regardais le rétroviseur. Suzanne et Jessica rapetissaient rapidement, se transformant en 2 taches noires floues sur le trottoir avant de disparaître complètement au détour du virage. Je me penchai en arrière dans le cuir moelleux, exhalant une longue et profonde respiration. L'air dans la voiture était incroyablement pur.
La toxicité suffocante que j'avais endurée pendant les 10 dernières années avait enfin disparu pour toujours. 6 mois plus tard, tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, salle d'audience 1. Dehors, une forte neige tombait sur Manhattan. À l'intérieur, les radiateurs sifflaient doucement, gardant la grande salle d'audience au chaud. Je m'assis tranquillement au deuxième rang du public. Mon ventre était plat. 2 mois plus tôt, j'avais accouché avec succès d'une petite fille parfaitement saine et magnifique. Elle avait mes yeux. Le juge fédéral était assis en hauteur sur le banc d'acajou et frappa son marteau. Ordre dans la cour. Mark se tenait à la table de la défense. Sa tête était rasée. Il portait une combinaison de prison fédérale kaki trop grande. Son dos était en permanence voûté, ses yeux ternes et sans vie, il ressemblait à un vieil homme épuisé. Les 6 derniers mois de détention provisoire au MDC Brooklyn avaient complètement brisé ce qui lui restait d'ego. Brittany se tenait à la table adjacente, également vêtue d'un uniforme de prison, son visage émacié et pâle. Le juge prit le mémoire de condamnation. Ce tribunal estime que le défendeur, Mark Dubois, a exploité ses devoirs fiduciaires, falsifié des contrats d'entreprise et systématiquement détourné des actifs d'entreprise. Ces actions constituent une fraude télégraphique fédérale et un grand larcin. En outre, son utilisation de comptes offshore constitue du blanchiment d'argent. La voix du juge résonna dans la pièce silencieuse. La sentence est la suivante. Le défendeur Mark Dubois est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Peine à purger consécutivement pour un total de 8 ans dans un pénitencier fédéral. Le tribunal ordonne en outre une restitution complète et la confiscation permanente de tous les biens saisis. En entendant le chiffre final, les jambes de Mark cédèrent. Il s'effondra directement sur le sol. 2 marshals américains le relevèrent instantanément. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il regarda simplement le sol, des larmes silencieuses coulant sur les profondes rides de son visage. La défenderesse Brittany Leblanc est coupable de fraude télégraphique, de complot et de falsification de documents officiels. Condamnée à 3 ans et demi de prison fédérale, ainsi qu'à une amende de $50 000. Brittany enfouit son visage dans ses mains enchaînées, sanglotant doucement. Le marteau frappa de nouveau. L'audience est levée, annonça le juge. Les marshals saisirent Mark et Brittany par les bras, les escortant vers la sortie latérale. Alors qu'il passait devant le public, Mark tourna lentement la tête. Il me vit assise là. Il s'arrêta de marcher. Il regarda mon ventre plat. Ses lèvres sèches et gercées bougèrent. Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je restai assise sur ma chaise et le regardai. Mon visage n'exprimait absolument rien. Je ne ressentais ni colère, ni joie vindicative, et certainement aucune pitié. Je le regardais exactement de la même manière que je regarderais un étranger dans le métro. Le marshal lui donna une forte poussée, les chaînes cliquetant, Mark sortit par les lourdes portes en chêne, disparaissant à jamais dans le long couloir sombre. Je me levai, enfilai mon trench-coat en laine sur mesure et sortis du tribunal. La neige venait de s'arrêter. Le soleil d'hiver brillant perça les nuages, se reflétant aveuglément sur la poudre blanche recouvrant les marches de Follet Square. Je pris une profonde inspiration de l'air glacial et vif. Mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Mon chauffeur avait le SUV au ralenti près du trottoir. Je montai à l'arrière. « Retour au bureau, chef » demanda-t-il. « Retour au bureau » dis-je. Summit Capital Partners, siège social de Manhattan, 38e étage, bureau de la directrice associée principale des acquisitions mondiales. Je poussai les lourdes portes vitrées de mon nouveau bureau d'angle. Les sols étaient recouverts de moquettes moelleuses, et les immenses fenêtres panoramiques offraient une vue imprenable et époustouflante sur la skyline de Manhattan. Posé au centre de mon immense bureau se trouvait un dossier en cuir rouge. Mon assistante exécutive entra, plaçant un café latte frais et fumant sur mon sous-verre. « Chef, la charte de nomination officielle vient d'arriver du conseil d'administration. » Elle sourit vivement. « Félicitations pour avoir pris la direction de la division M&A mondiale.
Je pris le document et l'ouvris. Au bas se trouvait la signature à l'encre du PDG mondial. Merci. Je le posai. De plus, les billets de première classe ont été émis. Le vol part de JFK demain matin à 8 heures. Elle me tendit une enveloppe. L'équipe de la succursale de Paris prépare déjà la salle de guerre pour que vous dirigiez l'acquisition transfrontalière d'1 milliard de dollars. Je pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 billets d'avion en papier épais, un pour moi et un pour ma fille et sa nounou de voyage. Les bagages sont-ils prêts ? Demandai-je. Déjà livrés au concierge VIP de l'aéroport, répondit-elle. Excellent, ce sera tout. Elle sourit, recula du bureau et referma la porte. Je me dirigeai vers la vitre, regardant la ville qui ne dort jamais. Les taxis jaunes ressemblaient à de minuscules fourmis naviguant sur la grille de béton. Le soleil brillait sur les gratte-ciel en acier. Je sortis mon téléphone et ouvris ma galerie de photos. La photo la plus récente était celle de ma fille profondément endormie dans son berceau. Sa respiration était parfaitement régulière, ses petites mains recroquevillées en poings lâches. En regardant la photo, les coins de ma bouche se retroussèrent naturellement en un sourire chaleureux. La vie est incroyablement juste. Lorsque vous avez le courage de prendre un scalpel et de couper sans faille la chair pourrie, ce qui repousse sur la blessure est une armure impénétrable. Une endurance et un compromis sans fin ne font qu'insatiable cupidité et trahison. La femme qui se tenait ici aujourd'hui possédait une clarté absolue et le pouvoir de contrôler son propre empire. Je verrouillai mon téléphone, me retournai à mon bureau. J'ouvris le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait une photocopie de cet accord de divorce pathétique et la clé USB de preuve fabriquée que Marc avait essayé d'utiliser contre moi. Je les pris tous les deux et les jetai directement à la poubelle. Je n'avais pas besoin de souvenirs de ma folie passée. Mon avenir était là, dans le vaste monde ouvert. Je pris mon café latte et pris une lente gorgée. Le riche espresso réchauffait ma poitrine.